Bien, merci Rachid de cette présentation. Et puis, je m'associe bien sûr, comme nous tous, à cette chose terrible, cet étudiant en médecine qui est en plus victime d'une erreur, si on peut parler d'erreur. Et donc, on a un certain nombre de collègues qui vont nous rejoindre. Merci de cette présentation, merci de cette invitation, parce que moi je suis toujours ravi de ce que nous faisons ensemble, c'est-à-dire, c'est le Congrès marocain de sexologie. On a l'habitude depuis plus de 20 ans, depuis que Moussaïd avait lancé toute l'équipe ce congrès, eh bien, de se rencontrer entre des cultures différentes, souvent pour réfléchir et confronter une pratique. Et c'est très vrai que s'il y a un vrai enrichissement, je trouve, de la façon dont on va discuter. C'est pour ça qu'il y a des tables rondes. Alors, on m'a attribué une conférence sur l'enseignement de la sexologie. J'ai essayé d'y réfléchir à ma façon. Je vais essayer de vous y faire participer. Vous pouvez m'interrompre, hein, c'est pas un exposé formel. Comme il est 2h30 et que donc ma conférence devait durer d'1 à 2 heures, donc comme elle est terminée, on va passer aux questions. Alors, où en sommes-nous? Et c'est très intéressant de le dire comme ça, parce que il y a des endroits où ça a commencé, il y a des endroits où ça existe depuis plus longtemps, et on pourrait même se demander, est-ce qu'il faut enseigner la sexologie? Alors, je vous fais d'abord un petit point d'histoire. Je vais à la fois vous rappeler une réflexion de William Masters. C'est d'ailleurs dans l'introduction de son livre fondamental sur les réactions sexuelles. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, que il y a très peu d'enseignements en sexologie. Il n'y a pas d'enseignement dans les formations initiales, et là je vais souvent faire référence à la France parce que c'est ce que je connais le mieux. Il n'y a aucune formation, c'est-à-dire qu'en médecine il y a 0 heure sur la sexualité, en psychologie il y a 0 heure sur la sexualité, ainsi de suite. Mais on peut se poser la question de comment les enseignements ont-ils pu se mettre en place, et dans la préface, oui, il y a ce que j'étais en train de dire, il n'y a pas d'enseignement, mais il n'y a pas non plus de recherche. Car si vous y réfléchissez, il n'y a pas eu de travaux importants en sexologie depuis 50 ans. Il n'y a eu vraiment... Alors, par exemple, en France, aujourd'hui, il y a un seul chercheur qui est payé par l'État pour chercher sur la sexualité. C'est même pas la sexologie, c'est sur la sexualité. C'est notre ami Alain Giamy. Il est sociologue, mais il n'y a aucune recherche en matière de sexualité. Tout simplement parce que le sexuel est entaché de tabous. Les textes en France, au Maroc, ça doit être pareil, n'ont pas bougé depuis des décennies, et donc il n'y a pas de choses spécifiques en matière de sexualité. Et j'insistais sur le travail de Masters et Johnson. On peut laisser peut-être la lumière, hein. Ça sera confortable pour tout le monde et pour moi-même. Dans le seul travail qui a existé, moi je dirais, de l'histoire de l'humanité, travail de recherche sur la sexualité, c'est ce que William Masters puis Virginia Johnson ont fait ensemble de 1953 à 1966, qui a été publié sous le titre « Les réactions sexuelles ». Il n'y a pas eu d'autres travaux, à ma connaissance. C'est-à-dire, c'est eux qui vont établir les courbes d'excitation de l'homme, de la femme, avec, je vous le signale, une chose fondamentale. Masters, comme ceux qui se sont intéressés à la sexualité, je vais citer simplement Freud, Kinsey ou Masters, ce sont, comme une part d'entre nous, 3 chercheurs, 3 cliniciens qui ont des problèmes avec leur propre sexualité. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas anodinement à la sexualité, c'est qu'on est aussi en recherche de quelque chose. Freud est un refoulé sexuel qui va, vous savez, vous connaissez dans son histoire, il va rejeter un certain nombre de gens en disant tiens, il a mis de côté Fliss, il a mis de côté Jung, il a mis de côté Reich. C'était ceux qui leur amenaient des choses
tout à fait claires sur la sexualité. Jung avait des idées très claires et lui disait à Freud, mais qu'est-ce que c'est que ce refoulement sexuel dont vous parlez sans arrêt? Et Freud, et c'était une force de la nature, Reich lui disait, il y a des énergies organiques, il faut s'intéresser à l'orgasme, et il a été exclu, même sans qu'on lui parle, de l'international psychanalytique. Kinsey est quelqu'un de passionnant. Il est professeur de zoologie. Il va être étonné parce que ses étudiants lui posent des questions sur la sexualité. Ses étudiants en université, ils ont plus de 20 ans, et il ne sait pas y répondre. Il va voir ses collègues médecins qui vont lui dire on n'a pas de réponse, on ne sait pas. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas de travaux sur la sexualité. Il ne sait pas que c'est sa propre interrogation qui le fait travailler et rechercher. Et il va monter un programme énorme de recherche. Il venait de travailler sur 100 000 abeilles. Il va dire, je vais étudier 100 000 humains. Il va découvrir sa propre homosexualité, vivre avec l'un de ses collaborateurs, et il va faire avancer la connaissance en posant ses propres questions. William Masters est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il vit au niveau sexuel. Si vous avez vu la série Masters of Sex ou essayez de le regarder, c'est un très juste biotique et il va s'interroger. Il va être comme Kinsey, il est poursuivi par l'ordre des médecins, il travaille en souterrain dans son hôpital et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de comprendre la sexualité. Et le génie de Masters, c'est-à-dire que il est la suite du travail d'Alfred Kinsey. Si Kinsey, à la fin de sa vie, puisque Kinsey va être poursuivi pour ses recherches sur la sexualité, il commence en 1937 ou 38, et s'il a continué son travail, il a été aidé par la Fondation Rockefeller, mais c'est surtout parce que c'était la guerre et on s'occupait plus de lui. Et il va publier le rapport sur les hommes en 1948 et celui sur les femmes en 1953. À la fin de sa vie et après la publication du rapport sur les femmes, il va être abandonné par Rockefeller, il va avoir une fin de vie extrêmement difficile, il va mourir dans la misère. Pour quelle raison? Il avait écrit, on comprenait à travers ces lignes qu'il avait pu observer le coït humain. Et même en 1953 aux États-Unis, c'était inacceptable. C'était insupportable. Qu'est-ce que va faire Masters? Il commence sa recherche là. Il va donc le faire en secret. Et il va, en fait, à partir de ce point-là, il va observer le coït humain. Il va travailler dans les sous-sols de l'hôpital, d'abord avec des prostituées qu'il va payer, puis avec des couples. Souvent, il dit que c'est des couples âgés. C'est-à-dire, c'était des gens mûrs qui acceptaient de contribuer à la connaissance et qui vont se faire, qui vont être sujets de l'expérimentation, de l'observation. C'est-à-dire qu'ils vont, Masters puis Johnson, ils vont observer jusqu'à 10 000 cycles sexuels complets. Ça veut dire que la région sexuelle est au repos et on monte en général par masturbation pour arriver à un état d'excitation. Il va tout enregistrer, les variables physiologiques, biologiques, ainsi de suite. C'est tout ce que l'on connaît, c'est le seul travail qui existe de l'histoire de l'humanité sur la sexualité, il n'y en a pas eu d'autre. Quand, par exemple, il y a des gens qui me disent, mais si, par exemple, on a observé un coït sous IRM, bien sûr, c'est notre ami, j'ai des problèmes de nom, Antoine Fex à Montpellier, mais c'est pas une recherche dédiée. Antoine est urologue, avec un ami radiologue, ils ont mis à disposition l'IRM, ils ont dû faire ça dans les week-ends ou un truc comme ça, et quand ils font ça en 98 ou 2000, effectivement c'est formidable, ils ont montré ça, c'est pas des chercheurs, ils sont des cliniciens comme nous tous, et ils ont fait ce petit travail intéressant. Il n'y a aucun travail de recherche en matière de sexualité, même pas de sexologie. Donc je disais ça parce que, rappelez-vous donc que le travail de Masters, il est fondamental. Avec la grande innovation de Masters. William Masters a un trait de génie, alors qu'il ne comprend pas sa sexualité. Il est professeur de gynécologie à l'université de Saint-Louis du Missouri. Et son truc de génie, c'est que, au bout, il continue Kinsey. Il voit bien qu'il y a quelque chose à comprendre. Et au bout d'un an ou deux, il comprend qu'il dit ceci, je ne comprendrai jamais la sexualité si je ne me mets pas avec une femme. Il va travailler avec Virginia Johnson, qui par la suite deviendra son épouse. Mais lorsque Masters commence ça, Virginia Johnson, elle n'est pas assistante, elle n'est pas infirmière.
Elle est, oui, une sorte d'assistante, une sorte de secrétaire, et qui va devenir une biologiste, et qui va travailler avec eux. Et ils vont faire un couple mythique. Et ils vont faire deux choses très importantes. 66, c'est le travail qui s'appelle les réactions sexuelles, et c'est donc ces courbes que vous connaissez, c'est tout ce que l'on sait de la physiologie sexuelle. On n'en connaît pas d'autres. Et puis, 2 ans plus tard, il publie un livre qui s'appelle Les mésententes sexuelles. C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de couples qui étaient en difficulté, et ils vont voir des couples à Saint-Louis du Missouri. Alors avec 100% de succès, ça a été biaisé, ça a été critiqué, mais c'est intéressant. C'est le début de la sexologie clinique. Eh bien, c'est tout simplement des couples américains qui venaient de 3000, 5000 kilomètres, qui venaient pendant 10 jours, c'était des cures de 10 jours, à l'hôtel à côté, et ils venaient consulter tous les jours. Le matin, ils avaient consultation avec Masters, et avec Masters et Johnson, et l'après-midi, ils étaient chez eux et ils faisaient des exercices dans leur hôtel. Et l'histoire donc de Masters et Johnson, c'est que Masters se rend compte qu'il faut quelqu'un de l'autre sexe pour comprendre les choses. Il va même dire, c'est expérimentalement passionnant, Masters et Johnson, ils vont dire, tiens, ils vont faire des groupes unisexes ou c'est-à-dire que d'hommes, que de femmes ou d'hommes-femmes. Et ils se rendent compte que les groupes hommes-femmes comprennent toujours mieux les faits sexuels que ou des hommes seuls ou des femmes seules. Les groupes mixtes. Et ils vont faire vraiment de l'expérimentation. Ils ne sont pas psychiatres, ils ne sont pas psychologues, et c'est eux qui vont inventer l'écothérapeie. C'est-à-dire qu'ils vont tout essayer. Ils vont essayer de voir en tant qu'un homme voyant un couple, une femme voyant un couple, la femme voyant la femme voyant l'homme, l'homme voyant la femme. Ils vont essayer de tout faire et ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent mieux. Ça va donner ce qu'on a appelé l'écothérapie, c'est-à-dire que l'idée de Masters fondamentale, c'est la sexualité se vit en couple. C'est pas faux. Nous avons tous une représentation de la sexualité vécue avec un partenaire et pas, même si on sait qu'il y a tout un tas de combinaisons possibles. Donc, ils ne vont voir que des couples. Et quand ils ont eu, par exemple, les éjaculateurs rapides, à l'époque, je ne dis jamais précoce et je vous l'explique pas là parce que j'en ai pas le temps. Mais lorsqu'ils ont vu des éjaculateurs rapides, eh bien, ils ont dit, il faut qu'ils viennent en couple. Or, ils ne venaient pas en couple puisque c'était l'échec de tous les couples qu'ils faisaient puisque les partenaires n'acceptaient pas. Eh bien, ils ont inventé ce qu'on a appelé les partenaires de substitution, c'est-à-dire qu'ils vont demander à une partenaire de venir pendant le temps du couple pour faire les exercices qu'ils proposaient. Alors, il y a eu des personnes qui se sont proposées, c'était dans le personnel de l'hôpital, ça pouvait être des assistantes, ça pouvait être des infirmières et ainsi de suite, parce que c'était des hommes seuls qui venaient. Ils ont même dit qu'il y en avait quelques couples qui sont repartis ensemble. Mais ça a été le début de ce qu'on a appelé aux États-Unis les sexologistes, c'est-à-dire des non-médecins qui faisaient de la, entre guillemets, rééducation de la sexualité. En France, c'est pas accepté, c'est ce qui peut s'appeler les assistants sexuels, par exemple. En France, c'est assimilé à de la prostitution, donc ça n'existe pas. Ça existe en Belgique, ça existe en Allemagne, ça existe même je crois, en Espagne et en Italie, et ça existe en Suisse. Et d'un autre côté, on va former des professionnels de santé. D'abord, dans un pays comme la France, ça a été que des médecins. Et je trouve qu'il y avait un ostracisme très important. On a eu beaucoup de mal à ce qu'il y ait des non-médecins, que les formations acceptent qu'il y ait des non-médecins. Dans d'autres pays, je pense par exemple au Canada, au Québec, pardon, et en Belgique, ils ont beaucoup suivi parce que il y a eu plusieurs personnes comme j'oublie son nom, c'est pas grave, qui ont travaillé au Québec et qui ont ramené les façons de faire. Eh bien, il y a des formations initiales de sexologie qui se font en 3-5 ans. Il y a un master de gens qui n'ont pas une formation de soignants. En France, en tout cas, on estime qu'il faut avoir une formation de soignant parce qu'il y a un lien qui est tout à fait particulier, qu'on soit psychologue, qu'on soit kiné, infirmier. Le lien à la personne, la relation soignant est quelque chose qui ne s'invente pas et qui nécessite une formation.
Donc voilà, dans cette idée, la dernière chose que remarque Masters, ou qu'on va remarquer après Masters, c'est que ça a toujours été des hommes qui ont codifié la sexualité. Freud, il y avait, je sais pas, des gens comme Günther, puis Freud, puis Kinsey, et à partir de là, Masters, il introduit une chose nouvelle. Tiens, c'est pas que des hommes qui la codifient. Et auparavant, cette codification vue par des hommes faisait que il devait y avoir une courbe d'excitation qui était celle des hommes. Et on s'est rendu compte, le travail de Masters, que justement, la courbe féminine est totalement différente, ce qui va amener beaucoup de mésententes, qui va le travail, une grande partie de l'activité des sexologues, c'est comprendre pourquoi, tiens là je vous fais mon propos d'anthropologue, pourquoi hommes et femmes, nous avons deux sexualités si différentes. Alors ma réponse anthropologique, elle est que nous avons deux sexualités qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Je ne peux pas vous l'expliquer là, mais c'est évident. Et c'est pour cette raison que c'est aussi compliqué. Si on s'intéresse, deuxième chose qui va nous amener à ce qu'il faut dans l'enseignement, si on ne s'intéresse que au contenu clinique. Bon, on va voir des entités. Il y a du vaginisme, il y a des troubles érectiles, il y a de l'éjaculation rapide, il y a des troubles du désir. Bon, on peut le faire. Ça a peu d'intérêt et surtout, on va rien y comprendre. Si on réfléchit, l'un de mes éclairages personnels, c'est une formation tout à fait particulière. Je suis anthropologue avant d'être psychiatre et avant de m'intéresser ou de travailler en sexologie. Va amener, moi j'essaie de comprendre ce qui est humain dans la sexualité humaine. Et là on va beaucoup mieux comprendre pourquoi nos deux sexualités n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Elles ont été programmées bien avant l'humanité, et c'est l'humanité qui va vouloir faire couple, qui va vouloir amener la présence permanente d'un homme et d'une femme. Physiologiquement ça marche pas bien. Et très souvent il va y avoir des mésententes. Donc c'est pour cette raison aussi qu'il va falloir un bagage culturel important pour comprendre ce qu'est la sexualité. Ou alors on la comprend de façon de surface, on soigne des symptômes. Et c'est pour ça que la réflexion de Masters est plus intéressante, de dire la sexualité ou la sexologie ne peut se comprendre qu'en couple, c'est se comprendre dans du relationnel. Pourquoi pas à l'extrême, je vais dire, dans le trio. Je connais pas beaucoup de trios long cours. Chez quelqu'un que je connais, qui est quelqu'un qui est dans notre profession et que je connais, qui vit en trio depuis très longtemps et leur trio a l'air stable. C'est une forme franchement très rare. J'en ai entendu parler de 2 ou 3, mais c'est trio. Alors là c'est un homme et 2 femmes. Ensuite, il peut y avoir tous les trios possibles. Pourquoi pas, si ça convient aux personnes. Mais en général, je veux dire, c'est une forme rarissime. Il y en a très peu. Ou alors vous allez, comme si vous allez faire un voyage en Inde, vous pouvez aller au temple de Khajuraho que vous connaissez, dans cette société médiévale qui n'est pas directement hindouiste. Vous avez des représentations, vous savez, magnifiques avec ces déesses qui ont des seins globuleux, c'est magnifique. Mais ils ont ce qu'ils appellent dans cette société le secret du bonheur, c'est toujours un homme et 3 femmes. C'était une anecdote pour vous faire rire. Mais c'est vrai, c'était... Alors ça amène, une autre chose qui est une des questions de la sexologie auxquelles je ne sais pas vraiment répondre, c'est, y a-t-il plus de pulsions sexuelles masculines que féminines? Alors on va tous dire, oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de capacité permanente d'accouplement masculine. Bon, mais je vais vous dire, comme toutes les questions de sexualité, ça ne se résout pas comme ça. Je vais vous amener à penser que c'est plus complexe. Et s'il y a un seul mot qu'il faut retenir, moi je dirais des enseignements, et je le dis à tous les élèves qui suivent le diplôme interuniversitaire à Paris, où je dirige cet enseignement, si vous retenez qu'une chose, c'est que la sexualité est complexe. Regardez le nombre de fois où si vous demandez à des collègues qui s'intéressent pas, des collègues médecins, vous leur dites, vous parlez de sexualité, ils disent, je sais bien ce que c'est. Oui, attends, je fais l'amour, je sais ce que c'est. Bon, et je vais vous donner l'inverse. Tiens, il y a 4-5 ans, Bernard Jean était dans votre... non, il n'était pas dans votre promotion. Donc il y a 4 ans, je pense. Au premier rang de l'enseignement, je vois l'un des plus grands gynécologues connus du monde entier qui a inventé des interventions. On était tous très impressionnés. Il vient d'être à la retraite et puis il va nous dire, j'ai voulu faire cette formation maintenant que j'ai un peu de temps.
Au bout de 6 mois, il vient me dire, écoute, Philippe, moi je suis complètement étonné. Ça fait 40 ans que j'ai vu des femmes tous les jours, et c'est un type qui est d'une grande sensibilité. Il avait fait un abord psychanalytique pour bien comprendre, quelqu'un de très à l'écoute. Il me dit, mais j'avais rien compris de la sexualité. Et il me dit, c'est hallucinant ce que je suis en train de découvrir. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il découvrait? Alors que c'est cet homme avec une grande expérience de parler, notamment avec des femmes qui parlaient de leurs difficultés, c'est la complexité de la sexualité. C'est pas de la biologie, c'est pas de la psychologie, c'est pas de la biopsychologie, parce qu'il y a des gens qui disaient ou c'est biologique ou c'est psychologique. C'est une complexité plus importante. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir cette première phrase. Vous voyez, j'ai mis un quart d'heure c'est bien, je gagne du temps pour vous faire cette première diapositive. William Masters et Virginia Johnson disent il doit exister pour les professeurs un moyen d'enseigner cette matière. On est en 1966 et vous voyez bien qu'aujourd'hui, à part les enseignements spécialisés, il n'y a pas ou presque pas d'enseignement de la sexualité, de ce qu'est la sexualité. Et la plupart des gens sont étonnés, mais pourquoi? Il faudrait l'expliquer. C'est comme manger, boire, dormir. Eh ben non. C'est très complexe. Et il dit, il doit bien y avoir quelque chose à faire. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on est en interrogation toujours. L'historique est très simple. Premier cours, l'Institut d'études sexuelles de Berlin, en 1919, avec Hirschfeld. C'est une grande école qui s'est séparée un peu de Freud, parce que Freud s'occupe pas directement de sexualité. Il s'occupe du psychosexuel. Et l'Institut de Berlin va beaucoup s'occuper, à l'époque, la grande question, c'était ce qu'on appelait l'inversion des pulsions, c'est-à-dire l'homosexualité, des pulsions inversées. Même en France, on parlait de contre-nature. Ça se dit un peu partout. Cet institut de Berlin va être pourchassé par les nazis, puisqu'il va être détruit. Il y a eu quelque chose de terrible. Il faut dire aussi que c'était beaucoup de médecins de l'institut, sinon tous étaient juifs. Et il y a eu une persécution nazie de l'Institut de Berlin, qui a été brûlée avec toute la bibliothèque. Il y a ensuite un institut de Prague qui sont en fait une émanation de l'Institut de Berlin en 1934. Et là, donc, il y a un institut avec une recherche en sexologie. La plupart du temps, la question de l'homosexualité était très importante à l'époque. Il n'y avait pas du tout la liberté qu'on connaît en Occident aujourd'hui, même s'il y a un ostracisme très important qui persiste. Ensuite, regardez qu'en 1934, il y avait 10 heures obligatoires en médecine et 10 heures dans les spécialités de gynéco, d'endocrino, d'urologie ou de psychiatrie. Aujourd'hui, on ne les a même pas. Ensuite, il y a un enseignement qui se fait par le professeur Leaf à Philadelphie en 1960. Il va y avoir une ébauche dans la faculté libre de médecine à Louvain-la-Neuve. Non, c'est Louvain, l'ancienne, là, donc en Belgique. Dans les sciences familiales, et très souvent d'ailleurs, ce sont les gens qui vont s'occuper de sciences familiales. Tiens, j'ai oublié dans ce que je vais vous dire tout à l'heure, les conseillers conjugaux. La formation en France aujourd'hui des conseillers conjugaux est excellente parce que c'est la seule formation, ce qu'il n'y a pas en psycho, ce qu'il n'y a pas en médecine, sur de la sexologie, ou du moins une dimension de sexualité du couple. La majorité des psychothérapies en France, faites par des psychiatres, faites par des analystes, n'abordent jamais la question de la sexualité. D'abord, tout simplement parce que ils seraient embêtés pour en débattre, parce que c'est pas dans leur formation. Les conseillers conjugaux ont une formation assez juste en matière de sexualité. Médecine, William Masters va faire un enseignement en 1966. À Montréal, en 69, c'est la première université qui est entièrement dédiée. C'est l'université du Québec à Montréal. Et il y a un département entier de sexologie qui émane de la psychosocio. C'est des psychologues, des sociologues. Et le grand tournant, ça va être la conférence de l'OMS à Genève en 72-74. Alors cette conférence, elle est très importante vous allez en comprendre l'idée. Vous verrez très souvent le concept de santé sexuelle. On en parle depuis pas longtemps.
depuis les années 2000. Avant, c'est un truc qu'on avait oublié. Moi, je l'avais rappelé dans un que sais-je sur la sexologie, puis dans un autre petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la sexologie ?» Si vous voulez beaucoup de détails, il doit y avoir la référence du livre après, où il y a tous les détails de cette histoire-là. Cette conférence, elle est à Genève, à l'OMS. Et pourquoi elle va avoir une importance et pourquoi on va s'occuper de sexologie? C'est tout simplement qu'il y a un clinicien, il y a une école psychosomatique à Genève à l'époque. C'est Hénal, qui est un grand professeur de psychiatrie, qui est le professeur de psychiatrie de Genève, qui va s'intéresser à la psychosomatique, et la sexologie va être une des psychosomatiques. Son assistant, qui sera prof à sa place, c'est Willy Pasini, qu'on connaît tous, enfin que beaucoup connaissent, qui est le fondateur avec Georges Abraham, qui est un psychanalyste sexologue de Genève aussi. Tous les deux, Willy Pasini et Georges Abraham, vont permettre de monter cette conférence de l'OMS. Deux conférences qui vont préciser ce qu'est la santé sexuelle. Je vais vous le dire dans un instant. Et c'est de là aussi que vont partir les enseignements que nous avons en France. C'est Willy et Georges, comme c'est très près de Lyon, eh bien ils vont contaminer les Lyonnais, et c'est pour ça que l'école de Lyon va marcher très vite, et Marseille. Et puis petit à petit, on va mettre des dizaines d'années à y arriver. Moi, à l'époque, j'étais à Bordeaux. On a eu des refus de la plupart des enseignants, du président de l'université. C'était très compliqué. Pour arriver à monter un enseignement, on a mis plus de 10 ans avec beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, cette conférence de Genève, je vais y revenir. Un premier certificat optionnel en 73, et puis le diplôme de Marseille. Et aujourd'hui en France, il y a 10 universités, mais uniquement depuis 1995, ces 10 universités sont liées, puisque le diplôme... Bonjour madame. Le diplôme est un diplôme qui n'est pas délivré par les universités, c'est pas un diplôme universitaire, c'est un diplôme interuniversitaire, c'est-à-dire qu'il est national, délivré conjointement par ces 10 universités, et c'est un programme commun. On peut commencer la première année à Paris, la suivre à Lyon, la terminer à Marseille. C'est-à-dire que c'est le même diplôme. Bon. Moi qui sais pas faire. Quand même sur l'ordinateur ça va marcher. On va voir si c'est... Peut-être que c'est passé. Voilà, ça a marché, je sais pas, ça a un petit peu de retard. J'ai mis un petit point, vous me direz s'il y a des choses qui sont pas forcément justes, mais moi j'interviens en Tunisie où avec Yousri El-Kissi, on a remonté l'enseignement à Sousse il y a pas très longtemps, en 2011. Et il existait depuis longtemps un diplôme universitaire de sexologie à Monastir. C'était la doyenne de l'université qui l'avait monté, et puis en lien avec Siba, qui était le prof qui avait monté l'enseignement à Lyon avec Marie Chevray. Et Yousri, qui est professeur de psychiatrie à Sousse, l'a remonté. Il y a vraiment un enseignement très solide sur le modèle français. C'est sur 3 ans. Il y a un autre enseignement à Sfax. Donc ça c'est en Tunisie. En Algérie, Mohand Issad, qui est cardiologue, mais qui s'intéresse depuis très longtemps, et Mohand est venu très souvent au congrès marocain de sexologie, et Farid Kacha, qui est professeur de psychiatrie à Alger, ils ont monté un enseignement, alors j'ai mis 2000, si ça se trouve c'est 98, 2002, peu importe, j'ai plus en tête la date, qui a marché quelques années. Farid l'a remonté il y a 3 ans, je crois, mais avec des difficultés. C'est quelque chose qui fonctionne pas trop. Au Maroc, moi je me souviens avec Moussaïd, et j'ai participé, on a discuté, il essayait de trouver, il y avait beaucoup d'autres personnes, Chakib ou des gens qui sont ici, essayaient de monter un enseignement, et ça s'est fait donc. À l'époque, je me souviens que c'est Moussaoui qui était professeur de psychiatrie. Driss était très soutenant de ce projet et donc a mis en lien avec Nadia Kadri et Soumia Berada. Et l'enseignement a duré, je sais pas, peut-être un peu moins de 10 ans, parce que ça a dû s'interrompre 3 ou 4 ans, peut-être 8 ans. Moi, je me souviens y avoir participé pas mal d'années. Et ça vient d'être repris par notre ami, je me trompe pas, Khadija, je dis ton prénom,
c'est cette année que tu l'as recommencé ou c'est la première année? Je me suis renseigné, j'ai demandé des renseignements. Oui, je crois que c'est une attestation ou un DU qui est en 1 an pour l'instant. Voilà. Après, on va réfléchir après au contenu, mais voyez, c'est essentiel qu'il y ait un enseignement parce que les psychiatres, je vais parler en France, sont ceux qui connaissent le moins la sexologie et ce sont les plus opposants. J'ai même écrit un livre avec Boris Cyrulnik, on a sorti chez Odile Jacob au début de cette année, un livre en multi-auteur, on est 5 ou 6 à avoir écrit chacun un chapitre. Ça s'appelle « Ils sont fous ces psychiatres », ou je sais plus comment on appelait ça, puisqu'on est tous psychiatres. Et moi j'ai écrit un article, un chapitre qui s'appelait « Pourquoi les psychiatres n'aiment pas le sexe ?» Mais c'est évident. Parce que les psychiatres sont réputés connaître le sexe du fait d'une psychanalyse qui ne s'intéresse pas au sexe. Pas directement, s'intéresse au rapport sexuel, ok. Mais les psychiatres vivent très mal quand les EPU que je refuse, c'est qu'on me demande de les faire devant des psychiatres. Je me retrouve devant des gens qui sont obtus. Qu'est-ce que vous me racontez là? Mais je sais ce que c'est. Moi, j'ai pas envie j'impose pas des idées. Ils sont très obtus. Je connais, je comprends. Vous n'avez pas besoin de m'en parler. Et c'est vrai qu'ils ne comprennent pas la complexité. C'est beaucoup plus simple par ceux qui ne sont pas du côté psy, parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose, et même beaucoup d'urologues qui maintenant sont intéressés par comprendre d'autres dimensions, ils vont être moins réfractaires. Le psychiatre, il pense qu'il connaît la biologie, puis qu'il est psy quand même. C'est vraiment très opposant en France.